aux US. Ils sont vraiment très, très sales-driven. Le lancement d'un produit, c'est une approche qui est beaucoup plus immédiate. On y va, on forme les sales, on pitch et on regarde comment le terrain réagit. Là où en France, une préparation qui est extrêmement minutieuse, énormément d'anticipation, on met beaucoup d'efforts et finalement des très très gros lancements, là on met énormément d'énergie, là on va cramer un petit peu tout le monde et une fois que c'est sorti, on dit écoute le truc, je veux plus du tout en entendre parler, je ferme le livre et je passe à autre chose. Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Pour cet épisode, j'accueille Mathieu Segui, l'un des pionniers du product marketing en France. On le connaît notamment pour avoir créé et dirigé le département product marketing chez Tiga. Mathieu a fait l'exercice de nous expliquer en quoi cette discipline en France se différencie de ce qui se fait aux États-Unis et les causes de ces différences. On le sait, la majorité du contenu sur le product marketing provient des États-Unis. Or, tout ce qui fonctionne là-bas ne fonctionnera pas forcément chez nous, et vice-versa. Il me semblait donc super important de questionner Mathieu à ce sujet. Dans cet épisode, vous découvrirez les 3 principales causes qui justifient les différences entre le product marketing français et américain, et bien sûr ce que ça implique. Des conseils pour délivrer de l'impact rapidement, les erreurs à éviter quand on commence un rôle de PMM, et en bonus, une annonce en avant-première concernant le gros projet sur lequel Mathieu travaille en ce moment et qui est une super nouvelle pour la communauté PMM et Product en général. Allez, je laisse place à mon échange avec Mathieu, qui j'espère vous donnera une meilleure compréhension de ce qu'est le product marketing en France. Hello Mathieu, comment tu vas ? Salut Carlotta, écoute, ça va très bien, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Je suis très ravie et très honorée de t'avoir sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ouais, alors du coup Mathieu, moi je suis issu d'une formation d'ingé télécom. J'ai commencé ma carrière chez Orange avec la découverte du mode projet. On était vraiment dans des cycles de conception extrêmement longs, pas d'itération, 90% des projets qui partaient à la poubelle. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au product. Donc globalement, pour te situer le contexte, on est en 2013 et je rejoins une start-up, toujours dans les télécoms. Belle aventure qui aura duré un petit peu plus de 6 ans et qui me fera faire mes premiers pas dans le product. Et surtout tomber dès 2015 dans le product marketing. Moi, j'adore la tech, j'adore les produits complexes. Et dans cette boîte, j'étais vraiment servi. En revanche, grosse frustration d'avoir un market qui a du mal à comprendre le produit, qui était assez complexe, des sales qui vendent 10% de la valeur, etc. Donc en fait, c'est un petit peu ces pains qui m'ont poussé à délaisser la partie product management pour le product marketing. Et puis depuis, j'ai vécu plusieurs aventures, dont une qui a été très marquante pour moi. Je suis resté pendant 3 ans chez Tiga, d'abord en tant que consultant produit, un petit peu couteau suisse. Et ensuite, en montant la discipline du product marketing, aujourd'hui, je suis à mon compte, toujours sur des sujets de product marketing, sur des aspects strat, vision et lancement de produits complexes. Ça tombe bien, parce que tu es là justement pour nous faire une masterclass, on va dire, sur les spécificités du product marketing en France versus ce qui se fait aux États-Unis, parce que, comme tu dis, le métier de product marketing, il est quand même assez récent en France. Donc, pour commencer, comment justement t'expliques les grosses différences entre l'approche du PMM aux États-Unis versus ce qui se fait en France ? Ouais, alors du coup, il y a 3 grosses différences pour moi. On vit à des endroits totalement différents sur la planète. On a des fortes différences humaines, que ce soit de valeurs, de culture. On n'a pas grandi de la même manière, donc ça, faut l'accepter. On a également un marché qui est différent, que ce soit en termes de taille, de segmentation, d'uniformité. Et ça induit forcément des différences de besoins autour du rôle du product marketer. Et enfin, la dernière qui va être plus inhérente à notre métier, c'est la maturité product en général. En France, n'est pas la même qu'aux États-Unis. On sait qu'aux États-Unis, depuis fin des années 90, début 2000, le product est bien installé. C'est arrivé dans les années 2010, 2013 en France. Donc voilà, on a un petit peu de retard. Ça ne veut pas dire qu'on est moins bon, ça veut juste dire qu'on fait les choses de manière assez différente. Et voilà, c'est important d'avoir conscience qu'on a on a des différences avec nos homologues outre-Atlantique et faut les accepter et il faut les comprendre. On passe dans le vif du sujet. L'idée, c'est de reprendre les grosses thématiques pour rentrer davantage dans le détail. On va parler de l'humain, du marché, de la culture produit. Si ça te va, on commence par le sujet de la culture. Vu comme tu dis, c'est un peu l'essence même des différences. C'est ça. Je te laisse la parole là-dessus.
Ouais, bien sûr, les Américains, les Français, on va les opposer pas mal dans ce podcast. Le but, c'est pas de dire que l'un est meilleur que l'autre, évidemment pas. En tout cas, on est très différents humainement. La première différence assez flagrante que moi j'ai remarqué, et on en parle beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est la notion de prise de risque. On sait que les Américains sont très peu frileux là-dessus. Ils ont une tendance assez forte à prendre leur chance, à expérimenter. Nous, on est beaucoup plus attentifs, on a une forte aversion au risque. On va être sur ce point beaucoup plus frileux. On en parlera plus tard des implications sur le métier du product marketing. Mais en tout cas, ça change pas mal de choses. Sur la capacité d'exécution, on va dire que les Américains sont plus très pragmatiques et data-driven. Donc, une fois qu'ils ont pris une décision avec de la data, ils ont plus tendance à foncer. Nous, les Français, on aime bien parler. On va avoir des discussions assez infinies. Il va falloir convaincre tout le monde. Ça, c'est des différences qui sont assez flagrantes. Que j'ai pu constater également, c'est au niveau de la confiance qu'on peut avoir au niveau des collaborateurs. Vu que le product marketing, c'est un métier où on a énormément de stakeholders. Aux États-Unis, la confiance, elle est à crédit. Donc, par défaut, quand une personne ne nous connaît pas, on a sa confiance et on peut juste la perdre si on est mauvais. Là où en France, je pense qu'il y a autre chose à faire pour convaincre et gagner justement ce crédit, cette confiance pour que les gens disent « Ok, en fait, on peut bosser ensemble ». Donc voilà, différence flagrante. Et allez, pour en donner une petite dernière, je pense que sur la prise d'initiative, je pense que ça va aussi avec cette notion d'entrepreneuriat qui est assez forte, peut-être même trop poussée aux États-Unis. Mais en tout cas, ils ont une notion de vraiment penser out of the box, d'aller plus loin, de se dépasser. Là où en France, tout est assez cadré, tu as ta fiche de poste, tu dois pas trop bouger autour de ça. Moi-même, ça m'est arrivé plusieurs fois là où je savais que je pouvais apporter de la valeur dans ma boîte et c'était pas forcément mon rôle, ce que je devais faire. Mais voilà, ça me frustrait de ne pas pouvoir aider là-dessus et de pouvoir déborder. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va impacter le métier de product marketing. Par essence, c'est un métier qui déborde un petit peu sur tout le monde. Donc voilà, faut arriver à trouver et définir un cadre en France, tout en laissant une petite latitude pour pouvoir évoluer, apporter le plus de valeur possible. Est-ce que justement, sur un peu cette fiche de poste de product marketing, tu aurais des conseils pour justement réussir à bien la définir? Alors du coup, je vais un peu forcément être biaisé par mon expérience, mais lors de mon passage chez Tiga, j'ai créé ce qu'on a appelé le framework du product marketing, mais globalement, on essaie de donner une vision et un cadre de ce que devrait être le product marketing en France. Je pense que tu pourras mettre le lien pour tous les auditeurs qui puissent s'y retrouver. Globalement, c'est une liste de 8 disciplines autour de 3 rôles qui permet de bien comprendre que fait un product marketing, où sont ses interactions et comment il va pouvoir évoluer d'un côté avec les équipes produits, que ce soit avec product manager, product designer, ces interactions qu'il va pouvoir avoir plus côté business, donc avec le marketing évidemment, mais également les sales, customer success, customer care, globalement toutes les parties prenantes qui vont être très customer facing. Donc il y a un cadre qu'on a essayé de crafter quand j'étais chez Tiga. Ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas ça marche plutôt bien par expérience. Il n'a pas été construit avec une baguette magique. Il est issu d'une centaine d'interviews de CPO, de CMO, de PMM, de France et de Navarre. Donc voilà, c'est un cadre qui aujourd'hui globalement fonctionne assez bien pour justement arriver à définir le rôle d'un premier PMM quand on commence à s'intéresser au product marketing. Et après, c'est à s'adapter, partir d'une base et l'adapter par rapport aux enjeux. Exactement. Alors, on passe à la deuxième thématique. Ouais, le marché, évidemment, quand on parle de product marketing, il y a 2 composantes majeures, le marché, le produit. Donc, si on commence par le marché, déjà, naturellement, on va se rendre compte que la taille du marché n'est pas tout à fait la même. On a un tout petit pays par rapport aux États-Unis. Et donc, on va avoir une approche qui va être plus localisée. Si on regarde la façon dont on construit nos produits par rapport à un espace d'une taille européenne, par exemple, avec des choses qui sont plutôt spécifiques, là où les États-Unis, par nature, ils vont avoir une approche plus globale, beaucoup plus standardisée. On a très rarement vu des boîtes lancer un produit juste pour un État,
ou juste pour une ville, même s'il y a des différences qui sont extrêmement profondes. J'avais des discussions, par exemple, avec une boîte qui se lançait aux États-Unis et se posait la question, est-ce que se lancer dans un premier temps à San Francisco ou à New York? Et en fait, on voit que déjà culturellement, c'est aussi extrêmement différent entre la culture californienne et la culture à New York. Mais donc, eux ont une approche qui va être beaucoup plus globale, plus standardisée. Donc ça, c'est une première différence en ce qui concerne le marché. La deuxième, quand on parle de marché en tant que PMM, on va forcément parler de market research. Là aussi, on va avoir des approches qui sont très différentes. En France, je sais qu'on aime faire beaucoup d'analyses qualitatives, faire beaucoup d'interviews. Là où aux US, ils vont être vraiment sur du quanti, avoir une approche très market sizing, pragmatique, analyser de la data marché, se baser sur des instituts de recherche, sur des Forrester, sur des Gartner, etc. Que nous, on va utiliser peut-être plus pour se positionner, là où eux, ils l'utilisent vraiment comme une forte analyse de tendance, de marché, d'opportunités, de validateurs. Donc, il y a des différences là-dessus. Chose qui est assez importante, c'est la compétition. On est sur un marché aux États-Unis qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus compétitif. Mais à contrario, on va avoir des consommateurs qui sont beaucoup plus enclins à acheter. Parce que déjà, c'est dans leur culture. On parlait tout à l'heure de faire confiance. Donc de mettre quelques dollars pour aller tester un produit. Ou c'est parce qu'ils ont un pouvoir d'achat qui est peut-être un petit peu différent, notamment sur les produits numériques. Mais cette forte concurrence, finalement, va entraîner un product marketing qui va être beaucoup plus agressif sur la compréhension de sa concurrence, beaucoup plus pushy sur les messages, avec des marketing. Alors là, on sort du rôle du PMM, mais du marketing de la publicité qui va être très agressive, où on va nommer directement les compétiteurs, chose que nous, on fera vraiment jamais en France, et qu'il faut pas faire. Donc, il y a des moyens de se comparer à la concurrence sans être agressive. Par exemple, l'exemple de Livestorm, qui est une solution de webinar qui a beaucoup de concurrents, et notamment américains, qui arrivent à faire des belles pages comparatives par rapport à ses concurrents, sans rentrer dans forcément une agressivité ou un bashing, en disant « Ok, Google Meet, c'est très bien, mais nous voilà pourquoi on est mieux ». Donc voilà, un aspect sur la gestion de la concurrence qui va être différent. Là où en France, on va être un petit peu plus subtil, un petit peu plus nuancé, on va faire extrêmement attention à ce qu'on va dire vis-à-vis de la concurrence. Le dernier item que je voulais relever un petit peu, c'est sur peut-être la façon de lancer aux US. Ils sont vraiment très très sales driven. Le lancement d'un produit, c'est une approche qui est plus immédiate. On y va, on forme les sales, on pitch et on regarde comment le terrain réagit. Là où en France, peut-être c'est lié aussi avec notre aversion au risque, mais une préparation qui est extrêmement minutieuse, énormément d'anticipation. On met beaucoup d'efforts et finalement, peut-être que tu l'as vécu, moi je l'ai vécu plein de fois, des très très gros lancements, là où on met énormément d'énergie, là où on va cramer un petit peu tout le monde. Et une fois que c'est sorti, on dit écoute le truc, je veux plus du tout en entendre parler, je ferme le livre et je passe à autre chose. Et justement en fait c'est ce mindset product qu'on va pas retrouver forcément aujourd'hui dans nos lancements, c'est que eux ils ont une approche plus je lance, je fais une V1, j'améliore et je vais rentrer dans un cycle plus itératif avec du run, là où nous, une fois qu'on a mis tout l'effort, on a plutôt tendance à s'arrêter. Oui, à tourner la page et à voir qu'est-ce que sera le prochain lancement sans forcément faire le bilan sur ce qui s'est passé. Exactement, et sans forcément intégrer aussi la nouvelle feature ou le nouveau produit qu'on vient de lancer à finalement tout notre portfolio de produits, de features qui, eux, vont continuer de vivre leur vie ensemble. Est-ce que tu penses que justement l'un des rôles du PMM, c'est de faire bouger les lignes un peu sur cette phase-là? Alors, je pense que c'est dur parce que je pense que culturellement, tout ce qui est autour de la prise de risque, c'est des choses qui vont prendre du temps à être amenées. Après, je sais que c'est très facile aussi en tant que PMM de pouvoir apporter de la valeur qui est rapidement visible, notamment sur la structuration des lancements et sur tout ce qu'on peut produire, non seulement avant, pour assurer, mais après un lancement pour continuer d'alimenter et apporter de la valeur. Donc c'est justement là où on a des lignes à faire bouger, c'est que tout ce qui est avant le lancement, on est forcément attendu dessus. Par contre, tout ce qui est après, montrer qu'on peut continuer d'apporter de la valeur après un lancement et dire attendez, c'est pas terminé, on va itérer, le produit continue à vivre, etc. On va continuer d'apporter de la valeur et c'est là où on va faire du sales enablement encore plus poussé avec des démos, avec des sales decks, etc. Montrer que en fait le produit c'est quelque chose de vivant.
et du coup changer les lignes. Et ça nous permettra peut-être après de dire, bon, on va mettre un peu moins d'efforts avant, lancer peut-être plus tôt, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses aussi à produire après, beaucoup de valeur à apporter pour maintenir le produit dans le temps et faire qu'un lancement, en fait, c'est pas juste un webinar un jour à 1 heure et ensuite on n'en parle plus. Mais le lancement, il est beaucoup plus long que ça. On passe à la dernière thématique, la culture produit. Écoute, c'est le cœur du métier. Je pense que tous ceux qui ont fait du produit au sens large, du product management, du product design, ont un petit peu souffert de ce déficit de culture. Même si aujourd'hui ça tend à se gommer parce qu'on commence à avoir un écosystème produit qui est quand même pas négligeable en France. Vraiment, il y a eu de belles avancées. Mais je me remets dans la peau des premiers product managers en 2012 ou 2013 qui devaient expliquer ce qu'ils faisaient et les gens leur disaient ouais, bon, ok, tu fais de la gestion de projet. C'est pas spécialement ça. Donc, effectivement, aux États-Unis, ils ont peut-être 10 ans, 15 ans d'avance. Ils ont plus d'expérience. Ils ont plus de ressources qui sont adaptées à la fois à leur langue. Parce que aujourd'hui, en France, tout le monde parle anglais, mais est-ce que tout le monde a envie de lire en anglais? Je suis pas sûr. En tout cas, moi c'est pas le cas. Et ils ont aussi plus forcément de réussite, d'échecs et donc de retour d'expérience. J'insiste aussi sur la partie échec. C'est des choses sur lesquelles on a beaucoup de mal aujourd'hui en France à parler. On sait très facilement faire des retours d'expérience en disant voilà pourquoi c'est génial, etc. Ça commence à arriver, mais c'est encore pas ça. On y va à tâtons sur dire en fait je me suis planté. Ce lancement il a complètement foiré et voici pourquoi il a foiré. Et faites pas la même connerie quoi. Ces partages de connaissances qui permettent finalement d'aller un petit peu plus loin dans le métier. Donc il y a une culture qui est vraiment différente, même si le métier de PMM commence aujourd'hui à percer. Il y a une petite communauté qui est très parisienne, on commence à l'avoir également en région. Moi, j'oublie pas, parce que je l'ai vécu dans les télécoms, que c'est un rôle qui est finalement assez présent dans des boîtes qui sont plus corpo, moins Startup Nation, mais on va retrouver des rôles de chef de marché. Je parlais des télécoms, dans le retail, ça existe beaucoup. Finalement, le PMM n'est qu'une transposition de ces rôles dans le monde du digital. Donc avec ses subtilités, parce qu'on va pas travailler par exemple sur les messages de la même manière, sur les canaux de la même manière, mais globalement c'est un savoir-faire qu'on peut quand même transposer assez facilement quand on a une bonne culture du digital. Donc voilà, côté culture produit, moi je vois aujourd'hui un avantage, je sais pas, hein, j'ai pas la science infuse sur le product marketing, mais de ma perception, aux US le product marketing il est peut-être arrivé un petit peu plus tard. Et finalement, il est venu combler des trous qui sont très market, très sales, avec des PMM qui sont très dans l'exécution. Alors sur le messaging, parce qu'ils sont extrêmement bons. Culturellement, on en a parlé, c'est des gens qui parlent extrêmement bien, qui savent tirer tout le positif, toute la valeur d'un produit, là où sinon on est plus sur le frein. Mais je trouve des PMM qui sont beaucoup dans le sales enablement, dans le messaging. Finalement, en France, je pense que le rôle du product marketing arrive aussi beaucoup sous l'impulsion du produit. Là où aujourd'hui on a la chance d'avoir des CPO qui ont une forte culture produit, qui sont allés voir que le product marketing c'est indispensable aux États-Unis, qui arrivent à l'amener et qui finalement font du product marketing en France un métier qui va être beaucoup plus stratégique, proche de la valeur produit, tout en gardant ce côté exécutif, parce que je pense que le product marketing c'est à la fois de la strat et de l'exécution. Faut faire les deux. Mais voilà, et je le ressens dans les organisations, là où aux États-Unis, le product marketing est à 70-75% côté marketing. Aujourd'hui, en France, c'est quand même plutôt équilibré. Et toutes les personnes à qui je parle, qui sont côté produit ou qui ont fait le switch marketing vers produit, sont beaucoup plus convaincus de la valeur de leur métier. Quand ils sont côté produit, ils peuvent agir sur la roadmap, influer tôt dans la conception du produit, apporter des insights du marché beaucoup plus tôt au product manager. Donc voilà, ça c'est une de mes convictions fortes. Le product marketing, mettez-le côté produit s'il vous plaît. C'est pas que c'est mal de le mettre côté marketing, mais en tout cas, voilà, ça donne en tout cas une teinture qui est moins j'ai fini en produit, lance-le, plus dans la réaction. Être vraiment côté produit, on est plus dans l'anticipation et dans la co-construction du produit. C'est beaucoup plus enrichissant pour tous.
Complètement. Et je pense que l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est côté produit que on met de côté le marketing et qu'on s'intéresse pas, Complètement pas. et vice versa. Donc c'est vrai que ça a d'autant plus de sens de pouvoir être proche de la roadmap, de pouvoir avoir vraiment cette anticipation pour ensuite mieux prévoir et mieux préparer les go-to-market, les lancements, parce qu'on a justement cette vision de quelques mois en avance, on va dire, qui nous permet aussi de mieux organiser les lancements produits finalement. Le biais aussi que j'ai constaté, on a un métier où on doit finalement exécuter. Donc en fait, tout le travail de lancement, de création de contenu, de sales enablement, peu importe où on sera hiérarchiquement dans la boîte, on va devoir le faire. Le biais qu'on peut avoir quand on est côté marketing, côté revenu, c'est qu'on va se laisser aspirer par ça et on va pas intrinsèquement dans notre tête nous dire j'ai l'obligation d'aller de l'autre côté. Alors que quand on est côté product, alors déjà par l'organisation, on n'a pas le choix que de manger du produit. On est dans les rituels produits, on est avec les PL, on est avec les product designers. Et à côté de ça, on n'a pas le choix non plus de faire notre métier d'exécutant, de créer du contenu, de créer des sales decks, etc. Donc, finalement, je pense que c'est là où aussi on va avoir le moins de biais de se laisser aspirer par finalement le terrain et en oublier le produit. Est-ce que tu as en tête un exemple un peu d'échec, justement, parce que une approche en France qui est trop orientée, c'est ce qui se fait aux États-Unis, et du coup qui ne marche pas en France? Alors, j'ai pas spécialement en tête de fail ou je veux pas name dropper, mais en tout cas, moi j'ai déjà failé en essayant d'appliquer des choses un petit peu state of the art j'ai lu ce qui se faisait très bien ailleurs, parce que finalement, même s'il y a des très bonnes choses à apprendre de ce qu'ils font aux US, notamment tout ce qui est autour de la culture produit, tirer sur les lancements, ce que je te disais tout à l'heure, c'est je pense que il y a vraiment pas mal de choses à faire là-dessus. Mais par contre, si on lance, par exemple, très vite pour aller rapidement apporter de la valeur en mettant un petit coup d'entrée, ce que je te disais aux États-Unis, ça va pas les choquer de payer un petit montant, avoir un petit peu de valeur et puis avoir un petit peu plus de valeur le lendemain, etc. En France, moi, je me suis déjà planté là-dessus. C'est des choses qu'aujourd'hui, j'ai pas réussi à faire marcher. Il y a des choses qui sont vraiment très différentes. Je parlais tout à l'heure du messaging, là où les Américains, ils ont vraiment cette culture du awesome, ils parlent extrêmement bien de leurs produits, ils arrivent vraiment à le faire rayonner. On pourrait avoir ce biais de dire, en fait, on veut faire exactement la même chose avec de très beaux superlatifs, etc. Et en fait, nos consommateurs sont pas, ils attendent pas ça. Ils attendent pas ça, ils vont pas être attirés forcément par ce genre de message, ou en tout cas, c'est pas ça qui va faire la différence. Donc, c'est des choses aussi sur lesquelles je me suis déjà planté. Ça arrive, donc voilà, ne pas forcément copier toutes les stratégies, toutes les méthodologies, juste se questionner finalement sur tout ce qu'on apprend et est-ce que c'est vraiment pertinent pour nos consommateurs, pour notre marché et par rapport à notre culture. Pas faire des choses qui sont trop en avance de phase, trop itératives si on est dans une entreprise qui n'a pas pour l'instant une culture produit très forte, pas vouloir arriver avec toute la méthodologie du product marketer en tant que premier PMM, là où on va vouloir tout faire et plutôt essayer d'arriver de manière itérative à apporter un petit peu de valeur dans un premier temps dans les lancements, ensuite un peu de sales enablement, ensuite on va travailler le message, un petit peu de positioning, mais voilà. Pas arriver en disant écoute, je vais faire 6 mois d'études d'analyse de marché et je reviens vers toi pour t'apporter la première valeur dans 6 mois et 1 jour. Et d'ici là, tu me vois pas. Il faut y arriver à tâtons aussi parce que 90% des bots aujourd'hui ne savent pas forcément ce que c'est du product marketing, donc il faut démontrer la valeur petit à petit. Complètement, oui, et pas essayer de tout faire au même temps, mais de définir un peu ses batailles. Exactement. Écoute, merci pour tes connaissances que tu nous as transmises. Je pense que vraiment ça va énormément aider les auditeurs qui nous écoutent pour aussi mieux définir leur rôle, prendre du recul sur toutes les ressources qui sont à dispo. Alors si ça te va, on termine notre discussion avec les questions de la fin. Ouais, bien sûr. Alors, la première question, quelle est la prochaine personne que tu aimerais écouter sur ce podcast? Waouh. Moi je rigole. Je pourrais penser à mes copines Lucie de chez Skello, Mario de chez Usain, qui je pense auront des trucs ultra intéressants à te raconter. Mais pour faire dans l'original, je pense à une super PMM qui s'appelle Sandrine Faustinelli, qui a passé 5 ans à faire du product marketing chez Amazon, d'abord en tant que PMM et ensuite en tant que Head of. Et depuis 1 an ou 1 an et demi, elle a monté le product marketing chez Welcome to the Jungle. Elle a construit une très très belle équipe et je pense qu'elle aura des choses qui seront assez fascinantes à te raconter. Génial.
Si tu avais un seul conseil à donner pour réussir dans une carrière de product marketing, ce serait quoi? Je dirais qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir de plus en plus de contenus qui se sont créés en France, en français, pour les Français. J'ai encore parlé de Tiga, par exemple, mais il y a d'autres contenus qui ont été créés. The Product Crew, par exemple, a fait un très beau toolkit. Il y a beaucoup de choses qui sont créées aussi par un média qui s'appelle Le Ticket, que je salue. Et puis finalement, la communauté PMM commence à grandir, que ce soit à travers le Slack French Produit, donc qui est le grand Slack du produit français, mais également autour des meet-up, notamment Kanto en fait énormément. Teresa anime ça de main de maître. Et puis après, on m'a parlé d'un podcast animé par une certaine Carlotta. J'ai pas encore le nom, mais je pense que ça peut être une belle référence pour avoir des beaux contenus PMM. Génial. Est-ce que tu recommandes justement un livre au-delà de toutes les ressources que tu as déjà citées? Sur PMM, je serais retombé sur le fameux Obviously Awesome de April Dunford, mais j'en ai trop parlé, donc non. En PMM, en ce moment, je lis un livre qui s'appelle Remember It, de Nelson Davis, un gars que j'ai rencontré par hasard en soirée et qui m'a bluffé. Le gars est 5 fois champion des États-Unis de mémoire. Et du coup, son livre, il découvre un petit peu les secrets du palais mental et beaucoup de techniques de mémorisation. C'est quelque chose qui me fascine. Pour l'instant, j'arrive à mémoriser les 38 premières décimales de pi. A priori, ça sert pas à grand chose. Mais voilà, c'est mon petit enjeu. C'est mon petit enjeu du moment. Il faut bien des défis un peu. Exactement. Et justement, en parlant de défis, quel est ton enjeu du moment? Alors, mon enjeu du moment, comme je te disais, je suis à mon compte. Je me laisse beaucoup de temps pour moi, pour discuter et surtout pour écrire. Donc, je suis en train d'écrire un livre sur le product marketing qui va m'occuper une bonne partie de cette année. C'est un travail assez long. Je pense que c'est le plus gros challenge que je me suis donné jusqu'à présent. Le contenu il est loin d'être fini. Pour l'instant, j'ai à peu près une certitude. C'est le titre. Le livre s'appellera certainement Fill the Gap, qui justement décrit ce fossé que vient combler la discipline du product marketing entre le product et le business. Je te dis une certitude. Ça, c'était avant que je parle pendant 5 minutes avec Rémi Guyot, qui a écrit Discovery Discipline et qui m'a dit mais qu'est-ce que tu penses de plutôt Build the Bridge? Bon voilà, il m'a tourné en question. Moi, ça fait du bien d'être challengé aussi par des personnes qui sont un peu plus intelligentes que nous. Donc voilà, l'écriture d'un livre, c'est un petit peu ce qui va m'animer pour les 6 à 9 prochains mois. Génial, parce que du coup, ce sera le premier livre français sur le product marketing, ou pas? Ce sera le premier livre franco-français. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a qu'un seul ouvrage qui est en langue française, qui est la traduction de Loved, le livre de Martina, l'acolyte de Marty Kagan, qui a ses forces et ses faiblesses comme livre. Je vous laisserai en juger, mais qui a été traduit, mais qui reste quand même un livre très américain avec une inspiration très très US. Donc voilà, il y a du bon à prendre, peut-être du moins bon, mais ça je vous laisserai en juger. Écoute, on va en finir là. Merci encore Mathieu pour cet échange. Merci Carlotta pour l'invitation, c'était un plaisir. Et pour finir, juste où est-ce que les auditeurs peuvent te contacter s'ils souhaitent suivre tes aventures, te poser une question, te remercier? Aujourd'hui, on va dire mon canal de prédilection, c'est vraiment LinkedIn. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, je publie assez régulièrement. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. C'est des choses que j'aime bien faire. Je prends 2-3 calls par semaine avec des PMM qui grandissent ou des gens qui sont en transition. Donc voilà, n'hésitez pas, et en fonction des dispos, c'est toujours un plaisir de se caler une demi-heure de rendez-vous pour échanger. Génial, je mettrai les infos dans la description de l'épisode. Merci beaucoup Carlotta. Merci à toi et merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci.